C'est parti. Tov, Erev Tov les Koulam, Erev Tov en cette soirée. En cette soirée. Alors oui, alors là j'ai un vrai problème parce que j'ai la lumière qui est en train de faire des siennes. Attendez, je vais allumer. C'est qui c'est interdit les boîtes de nuit là. Justement, ouais, attends. Si tu veux nous mettre dans l'ambiance là. Ça c'est la fin de l'ampoule. Attends. Tu vas te faire dénoncer. C'est ça, 2 secondes. Il faut que je change de lumière. Changer de lumière. Voilà. Ah voilà, maintenant que j'ai fait ça, elle marche. Bon, nounou. Alors, Erev Tov donc les Koulam, on est parti pour notre paracha de Pinchas. Alors j'ai dit Pinchas au 21e siècle. De quoi parlons-nous? Eh bien en vérité, il y a beaucoup d'éléments. Voilà. Alors, ça y est. Et hop, voilà. Comme ça c'est bien. Comme ça on reste avec la même lumière. Donc j'ai dit Pinchas au 21e siècle. Quand on regarde la paracha de Pinchas, il y a plein d'éléments dans cette paracha. Il y en a deux qui sont, en termes de quantité, les deux parties évidentes de la paracha. D'abord, on va faire le décompte des béné Israël, comme on l'avait fait dans la paracha de Bamidbar. Alors Rachid tout de suite nous dit, ben alors pourquoi est-ce que tu refais le décompte alors que tu l'as déjà fait? D'abord parce qu'il s'est passé 40 ans entre les deux. Paracha de Bamidbar, c'était quand on venait de sortir d'Égypte. Ici, Pinchas, c'est juste avant de rentrer en Israël. Et donc Rachid, il dit, c'est la preuve que Dieu, il nous aime de faire une sphira à la fin de tous les problèmes. C'est-à-dire de montrer à quel point, après toutes les péripéties du livre de Bamidbar, eh bien, on veut garder un œil exact sur ce qui se passe dans le peuple juif. Donc, si vous voulez, le décompte de Parashat Pinchas, c'est pour on remet les choses en place. Il va falloir que dans 2 secondes, on aille conquérir la terre d'Israël. Combien on est par tribu? Il faut préparer l'armée. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit directement dans le verset. Alors, je vous dis simplement, parce qu'on ne va pas s'arrêter vraiment là-dessus ce soir, mais quand on regarde les versets, on nous dit, alors je prends le premier par exemple, on me dit voilà, quand on va me parler, voilà. ויאמר השם למשה ולעזר בני אהרון הכהנים לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל. C'est-à-dire qu'on va pas faire le décompte pour préparer Kol Yotze Tzava Israël. On va s'engager pour faire la conquête du pays. Il faut savoir quelles sont les forces en présence. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie décompte des Bnei Israël. L'autre grande partie de la paracha, c'est évidemment les parachutes des Moadot. C'est-à-dire qu'on va avoir les korbanot de Moussaf, en fait, qui sont mis en place dans la paracha de Pinchas. Mais nous, on va s'intéresser à d'autres points dans notre paracha, et j'aimerais qu'on les transpose pour voir comment est-ce qu'on s'est occupé de ces points-là à l'époque de la Torah et comment est-ce qu'on s'en occuperait aujourd'hui. Et pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque fois, il s'agit de mettre une avancée au niveau moral. Bien que ça puisse nous paraître extrêmement l'inverse, eh bien en fait, il faut apprendre un petit peu à regarder au-delà de ce que tu vois. Et je pense que ça va être l'un des grands enseignements, du moins que moi j'ai appris ce soir en préparant ce cours, c'est que des fois, il faut être capable de voir un tout petit peu plus loin que le bout de son nez. Alors, en disant cela, je préfère me faire une parenthèse. J'ai des versets qui sont marqués et je vous dis, on va essayer de les étudier pour aller voir plus loin. Mais plus loin, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans l'ambiance des versets. Je vous rappelle que ces versets ont été donnés il y a 3500 ans dans une ambiance d'il y a 3500 ans. Et l'ambiance de la 3500 ans n'est pas... Pourtant, on t'entend. Je ne sais pas qui n'a pas d'Internet, mais pourtant, tu es avec nous. Tout va bien. En tout cas, il faut
se remettre dans l'ambiance de l'époque pour essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous. Et ça, c'est vrai à chaque fois qu'on étudie la Torah. Okay, si on veut pouvoir avoir une vraie compréhension de la Torah, on ne peut pas se contenter du verset, mais on a besoin du contexte. Et quand je dis du contexte, on ne peut pas avoir que le contexte littéraire du chapitre, du livre, mais il faut se rappeler dans quelle ambiance ce verset est donné. D'accord? Et donc, on va traiter plusieurs sujets. Oui, mais comme vous le dites souvent, Nevoa les Dorot Nirteva. Bien sûr, Nevoa les Dorot Nirteva. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs ce soir. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire même pour nous, mais pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire pour nous, eh bien, il faut d'abord qu'on comprenne quel est le contexte de cette Nevoa. Pour qu'elle puisse être les Dorot, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Or, quand tu dis, je sais pas moi, tu dis passe-moi le sel. Katouf Batora, passe-moi le sel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça dépend. S'il y a juste marqué passe-moi le sel, tu peux émettre une hypothèse comme quoi, eh bien, ça veut dire que j'ai devant moi un plat qui n'est pas assez salé. Ou alors, ça peut être tout simplement parce que je suis à la mer morte et que je voulais ramener un morceau de sel en souvenir. Ou ça peut vouloir dire passe-moi le sel parce que c'est la coutume de jeter du sel sur les mariés. Ou ça peut être passe-moi le sel parce que je voulais voir si tu étais gaucher ou droitier. Ou passe-moi le sel parce que je voulais voir si tu comprenais ce que je disais en français ou en hébreu. Et ainsi de suite. La personne à qui on a dit passe-moi le sel, elle n'a pas toutes ces chélotes, toutes ces questions dans sa tête, puisqu'elle connaît le contexte dans lequel on lui dit passe-moi le sel. Donc, nous, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, quelles sont les différentes parachiotes qu'on va évoquer ce soir? Eh bien, évidemment, on ne pourra pas faire une abstraction de la paracha de Pinchas qui lui a valu sa montée en puissance. Et donc, ça va nous ramener à la fin de la paracha de la semaine dernière. Mais on va parler également de Milchemet Midian, la guerre contre Midian que donc on va devoir faire juste après la suite des événements, si vous voulez. On va parler des Benot Tselophrad et enfin, on va parler de la succession de Moshe. Donc, c'est tout un programme. L'attaque de Pinchas contre Zimri, la guerre contre les Midianites, la demande des filles de Tselophrad et la succession de Moshe. Alors, commençons directement, rentrons dans le vif du sujet. La semaine dernière, on a parlé beaucoup de Balak, de Bilam, et on a terminé en disant que je vous laissais en suspense, puisque Bilam n'avait pas réussi à maudire les Bnei Israël, eh bien, il va s'attaquer à eux en faisant appel à un autre penchant des Bnei Israël. Et j'ai dit que c'était un penchant de grandeur. De quoi parle-t-on? Quand on regarde la fin de la paracha de la semaine dernière, qui nous amène au début de la nôtre, eh bien, on se rend compte que Bilam a donné une nouvelle stratégie, une nouvelle stratégie. Il met en place autour du camp d'Israël des prostituées. Un camp de prostituées, Bnot Midian, Bnot Moav, et là, c'est parti, Chagigot. Chagigot, avec deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les prostituées, et de l'autre côté, l'idolâtrie de Baal Peor, qui est présente partout dans le camp de ces femmes-là. Et le Midrash va nous dire qu'en fait, c'est un package. C'est deux pour le prix d'un. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir que la fille, tu dois passer par Baal Peor avant de pouvoir faire ta petite affaire avec la fille. Chav, comprenons bien. Baal Peor, c'est la Avodazara la plus basse qui soit. Il va falloir comprendre pourquoi on envoie les filles de Moab et c'est à Midian à qui on s'en prend. Ah, mais c'est Shnia. On va voir tout de suite. OK? Bekitsour, Baal Peor, c'est la Avodazara la plus basse qui soit. Pourquoi? Quelle est la Avoda de Baal Peor? Eh bien, c'est tout simplement chez Poharim Lefanav. C'est-à-dire qu'on fait ses besoins et on se prosterne devant ses besoins. Genre, plus bas que ça, il n'y a pas. Là, on est au top dans le down.
Et la question qu'on doit se poser tout de suite, c'est comment Am Israël tombe là-dedans. Nous bémet d'Achillak. Je veux bien que tu me dises qu'il y avait un yetzer énorme de Avodah Zarah, qu'on ne peut pas comprendre ça dans notre époque. Tout ça, j'entends. Aval, nous bémet, faire ses besoins, on en est tombé là. Zénirali Kashemeod. Et donc, je vous ramène au verset. Au verset, donc on est à la toute fin de la paracha de Balak. Voilà ce qu'on nous dit. Vayeshev Israël bashitim vayechel ha'am liznot et benot Moav. Donc Israël est à Shittim, c'est-à-dire juste en face de Jéricho, juste en face de Jéricho, une relation avec la Gay Pride pour faire tomber Israël. Ah, tu parles de ce qui se passe en ce moment. Écoute, qui me dit, allez, tu sais quoi, j'ai envie d'être faux prophète ce soir, et qu'est-ce qui me dit que toute cette deuxième vague du corona n'a pas été envoyée uniquement pour qu'on soit en S-guerre vraiment et qu'il n'y ait pas la Gay Pride? Hein, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça, l'RTDA. J'en sais rien. Quel est le but de cette idolâtrie? Pourquoi c'est Dafka? Bah, 2 secondes. Je vais vous expliquer, 2 secondes. OK? Donc, venez, les athlètes. Donc, on nous dit la chose suivante. Vaïchev Israël Bashittim, Vaïchel Ha'am Liznot et Bnot Moav. Donc, j'ai dit, Shittim, c'est de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho. On est donc au niveau de la mer Morte, et on est donc à l'endroit le plus bas du monde, physiquement parlant, mais semble-t-il également moralement parlant. OK? Donc, venez, on va voir. Vaïchel Ha'am Liznot et Bnot Moav. Question. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit de liznot et benot Moav? Matem omrim. Un Givat, qu'est-ce que t'en penses? C'est interdit ou c'est pas interdit? Non, personne? Ah, ils l'ont fêté déjà leur Gay Pride? Ah, autant pour moi, ils ont déjà fêté leur Gay Pride. Oh là là, bah voilà, bah voilà. C'est pour qu'il n'y ait pas une troisième. Qu'est-ce que je te dis? Une deuxième, une troisième. Nous, yallah. Rabotaï, c'est pas assourd. À l'époque de la Torah, ce qui est interdit, c'est lotitraten bam. On n'a pas le droit de se marier avec les non-juifs. Mais avoir une relation de znout, c'est-à-dire une relation sexuelle comme ci, comme ça, consentie par lui, par elle, un petit 5 à 7, comme on dit, zélo assour. Zélo tov, mais c'est pas assour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas assour? Venez, on va continuer dans le texte. Alors, ça sera interdit. Hein. Aujourd'hui, c'est interdit. Hein. Venez pas me dire, oui, bah, le rabbin Fison, il a dit, pas de problème. Non. Ça a été interdit depuis le Beddin de Hashmonaï. C'est-à-dire, depuis l'époque de Hanouka, c'est interdit. C'est-à-dire, désolé. Agave, pourquoi est-ce que ça n'était pas et que ça l'est devenu? Pour une raison très simple et historique. C'est que jusqu'à l'époque des Hashmonaïm, le peuple juif n'a jamais vécu Meorav avec les Goïm. C'est-à-dire qu'on a toujours vécu, là on a vécu, on était avec des non-juifs, il y en avait. Mais en termes de nation, on vivait séparés. Chaque nation avait son territoire. Et donc, si tu veux, le fait qu'il y ait vraiment un risque de hirbouv, à l'époque, il était très, 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 très faible. La première fois où en Israël, on a eu plein de non-juifs qui vivaient complètement avec nous, c'était à l'époque de l'Empire grec. OK? Bekitsour, Vayechel ha'am liznot et benot Moav. Vatikrena la'am lezifre Elohem. Vayochal ha'am vayishtachavu le'Elohem. Donc on voit ici que directement, ils ont dit au peuple juif, vous voulez nous, pas de problème, ça passe par nos divinités. Vayitzamed Israël le Baal Peor. Vayitzamed Israël le Baal Peor. Vayicharaf Hashem be Israël. Et donc Israël s'est tourné vers Baal Peor et Dieu était pas content. J'ai posé la question, pourquoi Dafka celle-là? Vous savez, des divinités chez Moab et chez Midian, il y en a plusieurs. Pourquoi Dafka celle-là? Eh bien, comme j'ai dit, c'est la plus basse de toutes. Or, le peuple juif, s'il est profondément ancré dans son identité de celui qui doit dévoiler que Hachem Echad, eh bien, si Hachem Echad,
je dois pouvoir le dévoiler également, enfin même dans le plus bas du plus bas. Kim lo lo echad. Donc, si j'arrive à le dévoiler d'Afka là-bas, dans les excréments, alors tout le reste, c'est fastoche. Il faut être capable de dévoiler Dieu au plus bas. L'idée est grande et elle provient d'une grande, grande, grande compréhension et d'un esprit extrêmement grand. Là où il y a un problème, c'est que même si c'est vrai que Hachem Echad, Dieu nous a demandé de ne pas le servir avec tous ses dévoilements. C'est vrai, Dieu est présent également dans le sale, il est présent également dans le mal, il est présent également dans tout ce que tu veux. Aval, tout n'est pas forcément le moyen de se lier à lui. Il nous a dit qu'il y a des choses par lesquelles on doit se lier à lui et d'autres non. Tout ce qui est là pour sanctifier la bassesse a été écarté du judaïsme. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent là-bas également, mais ce n'est pas de notre domaine de le dévoiler là-bas. Tout simplement. Ainsi, on peut comprendre leur volonté d'aller d'Afka dévoiler de la Kedusha qu'il y a chez Baal Peor. Ça vient de leur grandeur. Et c'est leur grandeur qui va les faire tomber. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Regardez. Vayomer Hashem el Moshe. Kach et kol rashi ha'am ve'oka otam la Hashem neged hashamesh. Vayashov Haron af Hashem mi-Israël. Dieu dit à Moshe, je suis super vénère. Donc, prends tous les responsables et tue-les au grand jour. Ok. Jusqu'à présent, on a dit qu'il y avait donc deux problèmes. La znout, qui n'était officiellement pas interdite, mais bon, tout le monde sentait que ça sentait pas bon, et la avodazara. Vayomer Moshe el shoftei Israël, irgu ish anashav anitzmadim le Baal Peor. Moshe dit à tous les responsables du peuple juif, tuez tous ceux qui se sont prosternés devant Baal Peor. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est de l'autre problème? Du problème de la znout? Des relations complètement pourries? Moshe n'en parle pas. Pourquoi Moshe n'en parle pas? Eh bien parce que Moshe ou Rabbeinu. Donc Moshe, ce qui le dérange, c'est la Torah. Là où on transgresse la Torah, ça l'embête. Et donc, idolâtrie, assour, znout, moutar. Donc, il décide de prendre en grippe uniquement, ou en corona, uniquement ceux qui ont fait l'idolâtrie. Mais on voit que ça ne marche pas. Iné. Et à ce moment-là, Ve'ine ish mi bnei Israël, ba va'ikarev elecha v'eta Midianit. Ah ben voilà. Tu posais la question, quel rapport avec Moab et Midian? Et ben voilà. Va'ikarev elecha v'eta Midianit. Alors, on sait de la paracha, de notre paracha de cette semaine, que la Midianite en question, ce sera Cosbi Batsour. Et Tsour, c'est un des Nessi, c'est Nessi Midian. C'est-à-dire que Cosbi Batsour, c'est la fille du roi de Midian. C'est pas n'importe quelle fille. Et c'est donc la prostituée en chef. En d'autres termes, oui, c'est vrai que les prostituées, on va dire, de troisième division, c'était des filles de Moab. Mais les responsables, les escort girls et les prostituées de luxe, c'était Midian. Et la prostituée en chef, c'était la fille du roi de Midian. Donc en fait, les Moabiotes n'étaient que, j'ai envie de te dire, Bactana, quoi. Mais l'idée, la réalisation de tout ça, c'était pris en charge par Midian d'Afka. Et donc on a un Ish, mi bnei Israël, בא ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והם בוכים פתח אוהל מועד. On a un homme, dans notre paracha, on apprend qu'il s'agit de Zimri ben Salou, le chef de la tribu de Shimon, pas n'importe qui non plus, qui décide d'amener Madame Cosby, prostituée en chef, à l'intérieur du camp d'Israël. Je veux que vous représentiez la chose 2 secondes. Le camp d'Israël, c'est à peu près 3 kilomètres d'un côté à l'autre. Donc il la fait rentrer et il l'amène au centre
devant Ohel Moed. Donc il a marché 1,5 km, le mec. Avec elle, bras dessus, bras dessous. Et je peux t'assurer qu'elle n'était pas habillée à la mode de Bnei Brak. Ah, ça, je te le dis. Je peux t'assurer qu'elle n'était pas ultra tsniout, la madame. Je peux t'assurer qu'à part son masque de Corona, je ne sais pas si elle avait beaucoup d'habits. Et donc, elle marche comme ça pendant 1,5 km. Je ne sais pas, ça leur a pris 20 minutes, 25 minutes. Et tout le monde pleure. Et il arrive devant Ohel Moed, devant le Mishkan, devant Moshe, et c'est là-bas qu'il fait sa petite affaire. J'ai envie de te dire, Zimri, mais t'es tapé sur la tête. C'est-à-dire, tu veux fauter, tu veux avoir une relation interdite, enfin, pas interdite, mais c'est pas bon. Il y a là, mais pourquoi le faire ici? Et puis attends, et Moshe, il dit rien. C'est-à-dire, on emmène une meuf complètement nue et on va faire masser, prostitution, ce que tu veux, devant le Mishkan, et Moshe, il dit rien. Le Midrash, il dit que Moshe, il peut rien dire. Pourquoi? Parce que Zimri l'a précédé en lui disant Imzot asurali, mi tiralecha. Et si celle-là, elle m'est interdite, qui t'a permis la tienne? Moi, c'est qui t'a permis la tienne. Toi aussi, tu es avec une midianite, que je sache. Donc, si toi, tu me dis que la tienne est permise, pourquoi tu m'interdis la mienne? Et si la mienne est interdite, divorce de Tzipora, Moshe, il est pieds et poings liés. Il est pieds et poings liés parce que nous dit Rabbi Mordechai Yosef Leiner. Rabbi Mordechai Yosef Leiner, c'est Baal Mea Shiloach, un des grands maîtres de la Chassidoute. C'est le rabbi de Ishbitzer. Reb Shlomo Karlibach, il cite beaucoup le rabbi de Ishbitzer. Pourquoi? Bien tout simplement, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Maintenant, pourquoi Reb Shlomo il cite beaucoup le Ishbitzer? Hein? Et ben voilà. Maintenant, pourquoi il cite beaucoup le Ishbitzer? Parce que tu sais, enfin, je ne vais pas t'apprendre à toi, toi tu connais mieux que personne Reb Shlomo. Tu sais que Reb Shlomo, ce n'était pas vraiment le rabbin mainstream. Est-ce que Moshe n'avait pas déjà divorcé à cette époque? Non, Moshe n'a pas véritablement divorcé. Il s'est juste séparé d'elle. Ok, mais elle est toujours officiellement sa femme. Je disais, Reb Shlomo. Alors c'était pas le rabbin mainstream, mais aujourd'hui, on voit quelle a été sa réussite. Ah, mais évidemment, 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 mais je veux dire. Non, mais moi je suis d'accord, mais c'était pas le rabbin classique, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'en général, quand les gens ils disaient blanc, lui, il disait rarement blanc. Il disait pas toujours noir, des fois il disait gris, mais le Rebbe de Ishbitzer, Ishbitzer Rebbe, c'est pareil. Tout ce que les autres rabbins ils disent, ben, tu peux être sûr que lui, il dit l'inverse. Et donc, par exemple, ici dans notre histoire, eh bien, il va nous expliquer quel est le point de vue de Zimri. Zimri, il dit comme ça. Regarde, Moshe. Regarde la Avodazara qu'il y a maintenant dans le camp des filles de Moab et de Midian. Maintenant, écoute, moi j'ai compris le truc. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est les filles. Mais pour avoir les filles là-bas, il faut également faire l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, elle est michutz la machane. Elle est à l'extérieur du camp d'Israël. Viens, on fait rentrer les filles à l'intérieur du camp d'Israël. Il n'y aura plus d'idolâtrie. Pas shoot. Et on les amène devant le Mishkan. Et Moshe, il ne sait pas quoi répondre. Parce que, halachiquement, ça se tient. Donc, il ne sait pas quoi répondre. Et c'est ça que nos sages veulent dire en disant, si celle-là est interdite, alors pourquoi celle-là, elle était permise? En d'autres termes, nous dit, le Rebbe de l'Ishbitzer, il nous dit qu'il a raison. Il a raison, Zimri. Halachiquement parlant, toraniquement parlant. Mais quel est le problème? Le problème, il est que, certes, c'est peut-être moutard, mais tu es en train de faire passer la chose la plus importante du judaïsme, la relation de couple, la relation entre un homme et sa femme, pour stam une relation de plaisir et stam une relation de... Il n'y a rien de mal au plaisir, mais la relation de couple n'est pas qu'une relation purement physique et purement de satisfaction des besoins personnels au niveau du corps. Faire passer ce qui est le seul moyen de dévoiler Achdut Hashem Baolam,
pour une simple partie de jambes en l'air, ça sent pas bon. C'est l'osé à Israël. Sauf que le rabbin, il ne peut pas vraiment le dire. Parce qu'il n'a pas de texte qui dit que c'est interdit. C'est exactement la même chose. Oui. Vas-y. En parlant de rabbin pas mainstream, enfin de Rav Shlomo Carlebach, il y a la fameuse histoire où je crois que c'était à Jérusalem où il y avait deux femmes qui étaient justement légères, je ne vais pas utiliser le mot prostituée, mais apparemment très légères, et qui l'auraient emmené dans sa chambre pendant toute une nuit avec la porte ouverte et qui sont revenus évidemment après, qui ont fait tchouva, et ainsi de suite. Il avait été très critiqué pour ce maasé. Et pourtant, je crois que c'était un des seuls à avoir pu faire ce qu'il a fait. Quoi. Et donc, il faut se poser cette question-là. Le rabbin, il a du mal à voir ce qui n'est pas du domaine de la Torah. Je vais expliquer. À l'époque de Hanouka, c'était pareil. Lorsque le droit de cuissage avait été mis en place par les Grecs, les rabbins avaient régularisé la situation. Et ils avaient dit que c'était moutard. C'est moutard. C'est pas toi qui fais le droit de cuissage, c'est le gouverneur grec. Mais que donc c'était moutard de continuer à se marier et que la fille, elle passe la première nuit chez le gouverneur, ça ne remettait pas en cause leur mariage. Et peut-être, alors c'est une mauvaise nuit à passer et demain tu retourneras chez ton mari. Ça, les rabbins, dans la première, c'est la première Mishnah, enfin la première Gemara sera la première page dans le traité de Ktubot, de Ktubot, bien sûr. Et c'est invraisemblable ce qu'on voit là-bas. C'est invraisemblable. Genre les rabbins ont dit, bon, bah, aide-moi la saute. Et on va trouver des explications à l'achik pour dire que c'est Besséder. Et comme à Hanouka, eh bien la lumière, elle ne va pas venir de la jante rabbinique. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les rabbins, ils connaissent très bien la Torah. Mais à force de bien connaître la Torah, vous savez, la Torah, il est mala, le mala. On a besoin de ces rabbinim qui sont les mala, les mala, les mala. Bevadaï qu'on a besoin. Et même ces rabbins qui, des fois, ne sont pas vraiment en contact avec Po, parce qu'ils sont trop là-haut, on a besoin d'avoir des rabbins là-haut, 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 là-haut. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir un idéal vers quoi tendre. Mais il faut bien comprendre que des fois, il y a des dévoilements qui ne passent pas par là-haut, 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 mais qui passent par en bas, en bas, en bas, en bas. En bas, en bas, en bas, c'est Am Israël. Il y a une Torah qui est la Torah du Rav, et il y a une Torah qui est la Torah du Am, la Torah du peuple. Ce sont deux dimensions complètement différentes. C'est pour ça que nous dira, d'ailleurs, c'est une phrase de notre sage bien connue, que Ahava mekalkelet et Ashura. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'explique pas au niveau halachique, mais qu'on explique au niveau de ce qu'on appelle en arabe les kishkes. Ça te prend aux tripes. Et c'est quelque chose qui est tellement vrai. Et d'ailleurs, la halakha, elle va mettre ça dans ses lignes à elle, en disant que s'il y a des sujets où les rabbins ils sont pas clairs entre eux, eh bien celui qui est le décisionnaire ultime, c'est Poukrazem Ayamadavar. Sors et va voir ce que le peuple y fait. Ce sera ça la halakha. Il y a des fois où Am Israël, il sait ce qu'il faut faire. Et des fois, c'est en contradiction avec la halakha. Ah ben, c'est ça qu'il faut faire. La camarade nous donne un exemple dans Maseret Souka. Elle nous raconte qu'il y a eu un jour où les Baïtoussim, les Tzdukim, qui étaient contre la Torah orale, eh bien, ont décidé de faire entendre un piège. Il y avait le Yom HaArava, le jour des Haravot. C'est le jour où on doit prendre les Haravot et on les tape par terre. Ça tombait Shabbat. Donc, que faire? Les gens ont préparé leur Haravot au Beth Amikdash la veille de Shabbat. Et pendant la nuit, les Baïtoussim sont arrivés et ils ont déposé des pierres dessus, disant non, on ne croit pas à Mouktsé. Mais les autres rabbins et les juifs, ils pensent Mouktsé. Donc vous allez voir, ils vont arriver demain et ils ne pourront pas faire. Et les rabbins, ils ne savent pas quoi faire. Le matin, ils arrivent, ils voient les pierres sur les loulavim et les haravot, et ils disent on ne sait pas quoi faire parce que si on dit aux gens poussez les pierres, ils vont commencer à dire que Mouktsé, ce n'est pas important.
Et si on ne leur dit pas de pousser les pierres, ils vont annuler un minag des Nevi'im. Que faire? Eh bien, les rabbins, ils ont décidé de rien faire. En disant, Am Israël, il arrive, on va voir ce qu'il fait. Les Bnei Israël, ils sont arrivés, ils ont vu les pierres, ils ont poussé les pierres, et ils ont pris la haravot, et on a fait la haravot. Ils ne se sont pas posé la question. Il y a des fois où il faut faire des choses sans se poser la question. En l'occurrence, ce qui est en train d'être mis en jeu ici, dans notre histoire, c'est est-ce que tu comprends l'importance de l'appartenance au peuple juif? Parce que si tu commences à avoir de la relation de Znout avec les Moaviotes et les Midianiotes, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont pondre des gosses. Donc ça y est, c'est fini la notion d'appartenir au peuple juif. Yallah, on y va. Et si le rabbin ne peut pas trouver une halakha concrète qui l'interdit, alors il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas porté par l'enseignement de la halakha, mais qui est porté par l'enseignement de Am Israël. Et c'est ce que nous dit ici la Torah. Je reprends les versets, donc on est vraiment à la fin de la paracha de Balak. On nous dit Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen, Vayakom mitoch haeda. Pinchas se lève d'entre le peuple. Il sort du peuple. Toute sa Torah à lui, elle vient du peuple. Et à ce moment-là, Vayavo achar ish Israël el akuba, Vayidkor et shenehem et ish Israël vayet haisha el kubata, vateatzar hamagefa me'al bnei Israël. Donc Pinchas va faire son action, il va prendre son pieu, il va transpercer les deux en même temps. Mais avant de revenir sur ce que Pinchas va faire, Mazé Vayar, il a vu. Chazal vous nous dit, hein, Vayar ra'a ma'aseh veniskar alacha. Il a vu ce qui est en train de se passer et il s'est tout d'un coup rappelé d'un enseignement. Quel est l'enseignement? Si je vous avais posé la question, aucun rapport avec la paracha de Pinchas, imagine tu es à la place de Moshe, tu viens d'étudier 40 jours, 40 nuits la Torah avec Dieu, et là tu redescends du mont Sinaï la deuxième fois, après avoir cassé les tables, les remontées, machin. Quel est le premier truc que tu enseignes au peuple juif? Voilà, tu viens d'apprendre toute la Torah. C'est quoi le premier cours que tu fais? À votre avis, vous aurez fait quoi? Le premier cours, la première chose. Eh bien, le premier cours que Moshe va faire, c'est pas Ilchot Shabbat, c'est pas Ilchot Kashrut. Nous dit Pinchas qu'il a été voir Moshe et qu'il lui a dit Dis-moi, Achi Avi Abba, le frère du père de mon père, n'est-ce pas que tu nous as enseigné quand tu étais en train de descendre du Har Sinaï, Beridetra me Har Sinaï, à Boel Aramit Kanaim Pogimbo. Celui qui couche avec une non-juive, le vengeur peut le frapper. Sur quoi le vengeur peut le frapper? Tagit Chayav Mita. Non, ou lo Chayav Mita. Parce que je ne peux pas l'interdire au niveau halachique, je ne peux pas lui le punir au niveau halachique. Mais le vengeur, celui qui bouillonne pour le peuple juif, lui, il saura quoi faire. Agav, c'est ce que dira le Ishbitzer, il dira, si jamais Zimri, il a fait du Krav Maga, et qu'il est plus fort que Pinchas, et qu'il le tue lui, ou Besséder, ou Patour. Parce que ce n'est pas qu'il a été condamné à mort par le Beddin, c'est Pinchas en tant que vengeur, en tant que fan du peuple juif. Il dit, je ne peux pas laisser passer un truc comme ça. Entre parenthèses, vous savez quelle était la pire vision pour les parents dans le ghetto de Varsovie? Pour les parents des enfants. Il y avait des gens qui mouraient dans les rues, il y avait des... Mais d'après les archives de Regenblum, de Onek Shabbat, de ce journaliste qui a réuni autour de lui d'autres gens, qui écrivaient tous les vendredis soirs tout ce qui se passait dans le ghetto, et qui sont devenus en fait notre témoignage du ghetto de Varsovie, eh bien, il raconte que pour la majorité des parents, le plus dur, c'était de voir leurs enfants jouer aux nazis et aux juifs. Et entendre un enfant dire « Ah non, j'ai pas envie d'être juif, j'ai été juif hier, je veux être le nazi aujourd'hui. » Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait? Pour quelqu'un qui a essayé d'inculquer à ses enfants les valeurs de faire partie du peuple juif. Et là, non, je préfère être nazi. C'est terrible. En d'autres termes, l'appartenance, la fierté d'appartenance au Ham Israël, eh bien ça, tu l'apprends à la maison, dans le peuple juif, et pas à la yeshiva.
Allez, Shiva, tu vas expliquer quels sont les éléments halachiques de cette fierté-là. Mais le fait même d'être fier d'être juif, d'être fier de porter haut et fort ses couleurs, d'où tu l'apprends? Eh bien, tu l'apprends du peuple juif, tout simplement. Ce que je dis ici, c'est, j'ai présenté le cours comme étant un Pinchas au XXIe siècle. Mais tu mets un Pinchas aujourd'hui qui fait un truc comme ça, comment il est considéré? Mais direct, il va en prison, le mec, c'est terminé, on n'en parle même plus. Et bien sûr, pourquoi? Parce que le grand problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois des mecs faire un peu n'importe quoi, tu vois un mec à la Gay Pride il y a quelques années qui va poignarder quelqu'un parce que, enfin, une jeune fille qui était même pas elle-même directement touchée par la Gay Pride ou tout ça, il est évident que ce mec-là, c'est pas Pinchas des temps modernes. Il est évident que ce mec-là, ou Stam sonné, il est Stam haineux et il veut Stam faire du mal. Pinchas, d'où on sait que ce qu'il fait n'est pas une invocation d'une haine et d'une violence purement et simplement comme ça assouvie. C'est simplement dans notre paracha, dans le début de notre paracha. On nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe lema ou Pinchas ben Elazar ben Aaron a Kohen eshiv et Hamati. מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. Pinchas, il est le fils de Elazar qui est le fils de Aaron. Pourquoi est-ce qu'on est remonté jusqu'au grand-père? Pour que tu saches qu'il a les mêmes qualités que Aaron. Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot. Karvan na Torah. Pinchas, tout ce qu'il fait, c'est pour amener le shalom dans le peuple juif. Pinchas comprend que ce qui est en train de se jouer là-bas avec les filles de Moab et les filles de Midian, c'est tout simplement la porte ouverte pour la fin de l'identité d'Israël. Et vous direz tout ce que vous voulez, la Gay Pride, je suis contre, mais c'est absolument pas ça le danger ultime du peuple juif. Le danger ultime du peuple juif, c'est, et ça a toujours été, l'assimilation. L'assimilation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit spirituelle, est le plus grand danger du peuple juif. Ça a commencé avec notre ami Lavan, et ça continue ici avec nos filles de Moab, et aujourd'hui, je pense qu'on sait largement quels sont les ravages de l'assimilation. Entre parenthèses, je viens de lire un article aujourd'hui, on ne se rend pas compte, et ça n'intéresse évidemment pas le gouvernement, mais on ne se rend pas compte des dégâts et de l'impact que ça va avoir sur l'assimilation, le fait que les frontières d'Israël sont fermées aux Juifs de Chutz La'aretz. Je ne parle pas seulement en tant que guide au chômage, mais je parle de manière très très profonde pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Juifs. Leur seul lien avec le judaïsme et le peuple juif, c'est leur voyage en Israël une fois par an, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans. Le fait que les frontières soient fermées de manière indéterminée, pour une durée indéterminée, on ne se rend pas compte de l'influence que ça va avoir malheureusement sur l'assimilation. Pinchas, c'est le combattant, c'est dramatique. Mamash kacha, quoi. On ne peut pas se mentir. Le souffle de vie des communautés de Chutz La'aretz, c'est leur lien avec Israël. C'est pas shoot. Et si ce lien-là ne se remet pas, et le zoom, le zoom, c'est ce qu'on appelle la bouteille d'oxygène, quoi. C'est le masque à oxygène, mais qui a une durée limitée. Je veux dire, à un moment donné, le zoom, il ne pourra jamais remplacer le vrai contact. Tu peux faire un shiur Torah de malade en zoom, c'est pas le même que quand tu as regardé les gens droit dans les yeux. Tu peux prendre des nouvelles des gens toutes les 5 minutes, les appeler, c'est pas pareil qu'un chibouk. C'est l'eau. Alors, Bezrat Hashem, Bémet, qu'Akadosh Baruch Hu nous entende, et que ça s'arrête rapidement, ce corona, que ça ne soit pas à durée indéterminée, mais que ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus, et qu'on puisse revenir en contact les uns avec les autres, parce que nos frères ont besoin de ça, et je vais vous dire, nous aussi, on a besoin. Parce que moi, ça me fait mal au cœur de voir tous ces gens qui sont complètement détachés. Pinchas, c'est celui
qui va ramener l'honneur et la fierté d'habiter, enfin de faire partie du peuple juif. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, hein, eh bien, la question de la violence qui a été mise ici en place par Pinchas, parce que c'est un acte violent, eh bien, la question de la violence est une question qui se pose. Est-ce que toute violence est toujours à prohiber, ou est-ce que dans certains cas, la violence peut être une solution? Évidemment qu'au XXIe siècle, celui qui dit que la violence est une solution à quoi que ce soit, eh bien, il a tort. On ne répond jamais à la violence. Mais je suis désolé de vous dire que ça, c'est une conception complètement chrétio-chrétienne et pas du tout juive. Car des fois, la violence, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu es attaqué, il faut répondre. Oui, il faut répondre avec les mêmes armes que celui qui t'attaque. Et en faisant cela, tu es tout à fait moral. Parce que celui qui t'attaque, il a prévu de te faire du mal. Et si tu ne fais rien pour l'en empêcher, c'est que tu cautionnes le mal qu'il va faire. Mais je n'ai pas envie de descendre à son niveau. Eh bien, si toi, tu ne descends pas à son niveau, eh bien, mon ami, c'est son niveau qui va devenir le mainstream. Cette maguefa est liée avec le manque de hôtels. Ah, tu dis la maguefa aujourd'hui. Est-ce qu'elle est liée avec le fait qu'on ait un manque de Harabait Be'adenu, que le mont du Temple n'est pas vraiment entre nos mains? Yecholiot. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. D'abord, je ne sais absolument pas pourquoi elle est venue, cette maguefa du corona. Et je ne suis pas prophète. Mais si ça peut nous aider à nous renforcer dans notre conscience que Harabait Be'adenu, pourquoi pas? Ani Be'ad, Ani Chotem. C'est comme j'ai dit à ma fille, qui m'a dit pourquoi il y a eu le corona. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi il y a eu le corona. Elle dit, mais c'est quand même bizarre que ça touche la bouche et tout. Je dis, non, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi il y a eu, mais si ça t'aide, toi, à prendre sur toi de moins dire de la shonara, c'est très bien. La brioute. Et Kitsour, la question de la violence est une vraie question. La milchama qui vient juste après, la milchama du début de notre histoire ici, est une milchama terrible. Parce qu'on nous dit, Nekom nikmat et amidianim. C'est-à-dire qu'il va falloir tout simplement, tsaror, c'est vrai, וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנבליכם, אשר נלקו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין, אחותם עמוקה ביום המגפה על דבר פאור. La guerre contre Midian aura effectivement lieu la semaine prochaine, mais c'est dans cette semaine qu'on nous dit qu'il faut la faire. Et c'est une guerre d'une violence, mais d'une violence terrible. Et cette violence terrible a posé la question. Le Rav Moshe, Dr Zaydel, a posé cette question au Rav Kook en disant, mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'à l'époque du Tanakh, les guerres qui sont demandées par Dieu sont tellement violentes? Le Rav Kook lui répond qu'il faut se remettre dans le contexte et essayer de comprendre quelle était la dépravation morale des peuples de Canaan et que si on n'avait rien fait, c'est cette ambiance-là qui aurait dominé dans le monde. Et donc, nous dit le Rav Kook que pour battre un loup enragé, c'est évident que tu ne peux pas rester un agneau et tu ne peux pas non plus devenir un loup enragé. Il faut que tu deviennes un tyrannosaure rex mutant. C'est-à-dire qu'il faut que tu l'exploses, le mec. Nous dit le Rav Kook, la filoute la-t-il pachad al apraim, pour que finalement la morale qui va s'imposer dans le monde puisse être la morale du Ham Israël. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Le fait qu'on ait éradiqué les Cananéens à l'époque a fait que la morale portée par le peuple juif a pu tout simplement amener le monde à une dimension beaucoup plus saine qu'elle n'était à l'époque. Vous allez me dire, ah bah attends, pourtant le monde, oui, il y a encore plein de problèmes, mais c'est rien comparé aux bébés, aux 300 bébés qui vont être balancés par au-dessus des murailles de Carthage lorsque Rome fait le siège de Carthage et que les Carthaginois vont balancer 300 bébés en offrande aux dieux pour ne pas se faire conquérir par les Romains. Que même les Romains, qui ne sont pas les mecs les plus moraux de la terre, vont dire qu'ils sont choqués. Et les Carthaginois, ce sont tout simplement des Cananéens, qui sont les Phéniciens, c'était des Cananéens. Carthago delanda est. Exactement. C'est-à-dire que Carthage, c'était mamash la suite logique de ce qu'on avait en Canaan. Agave, c'est marqué dans Rashi. Que Rashi nous dit que le Girgashi,
un des 7 peuples cananéens, a fui, a décidé de partir et de ne pas affronter Yahushua. Et nous dit Rashi qu'il est arrivé Africa. Et Africa, c'est Tunis. Et ils ont créé l'empire de Carthage, tout simplement. Donc, Rabotai, en malaasot. C'est vrai, au XXIe siècle, de parler de fierté d'appartenance nationale, c'est tabou. Au XXIe siècle, de dire que des fois, il faut être plus fort que son ennemi, physiquement, c'est tabou. Au XXIe siècle, c'est tabou ce genre de choses que de dire que, eh bien, on ne peut pas, enfin, c'est rare. C'est tabou de dire que on met en place quelqu'un à la succession de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des élections? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des élections pour succéder à Moshe? Et oui, car notre paracha voit également le moment où Moshe se fait officiellement dire par Dieu qu'il ne rentrera pas, on le sait déjà, mais là il lui dit, voilà, monte sur cette montagne, regarde, et tu mourras là-bas. Donc à ce moment-là, Moshe vient dire, ok, donc moi je ne rentre pas. Qui me succède? Et c'est là qu'officiellement va être nommé Yehoshua bin Nun pour lui succéder. À qui Moshe pensait? Parce que Moshe, on lui vient de lui dire qu'il ne sera pas là-bas. On vient de passer sur les lois de succession des Bnot Selophrad, j'y reviens dans 2 secondes. Et donc il dit, Tov, alors Dieu, Yifkod Hashem Elohe Kol Basar Elohe Kol Aruchot Isha Alaeda. C'est une fois qu'on t'a parlé des lois de succession et du fait que Moshe rentre pas en Israël, Moshe il dit à Dieu, peut-être tu me trouves un remplaçant. Et donc nos sages nous disent qu'il pensait à son fils. C'est peut-être que mon fils, Gershom, c'est lui qui va maintenant prendre la direction du peuple juif. Et Dieu dit non, ça sera Yehoshua. Mais attends, la démocratie, c'est mieux. Pourquoi c'est Dieu qui doit choisir? D'abord, je vous rappelle que dans le judaïsme, Dieu choisit, tant que le Ham Israël n'a pas donné son accord, ça ne change rien. Donc Dieu qui choisit, ce n'est pas forcément antidémocratique. D'ailleurs, pourquoi Pinchas ne prend pas la succession après avoir reçu le Brit Shalom? Il prend la succession de la Keuna. Il est Cohen. Il n'est pas Meller. Donc c'est lui qui va devenir après Lazare le Cohen Gadol. Et d'ailleurs, tous les Kohanim Gdolim, normalement, vont descendre après de Pinchas. C'est ça le Brit Shalom. Brit Keunat Olam. Donc il est Cohen, il n'est pas Meller. Donc on va mettre en place Yehoshua. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui doit diriger le peuple juif, celui qui de manière générale doit diriger, est celui qui, plus que n'importe qui, comprend le peuple qu'il dirige. Yehoshua est le représentant de la tribu de Ephraïm. Ephraïm, c'est la tribu dirigeante de Yosef. Yosef est le frère qui, certes, a eu des problèmes dans sa vie personnelle en tant que Yosef avec ses frères, mais qui est en passe de devenir Mashiach ben Yosef, celui qui réunit parce qu'il comprend le mieux le peuple juif, à la différence de Moshe qui a grandi à l'extérieur du peuple juif. Yehoshua, lui, il est un pur produit du Ham Israël. Oui, si, j'entends ce que tu dis, Alex. Si on était resté dans le désert, Pinchas aurait été le meilleur choix pour remplacer Moshe. Mais on ne reste pas dans le désert, c'est bien ce que je suis en train de dire. Le désert n'est pas l'endroit du Ham Israël. L'endroit du Ham Israël, c'est Eretz Israël. Et pour arriver en Eretz Israël, il nous faut Mashiach ben Yosef. Et Mashiach ben Yosef, c'est Yoshua. C'est Ephraim. C'est le fils de Yosef. En d'autres termes, aujourd'hui, au XXIe siècle, on pense qu'il n'y a pas du tout de cohérence forcément entre le rôle tenu et la personnalité de celui qui l'incarne. Eh bien, c'est une fondamentale erreur. Fondamentale erreur. La pire erreur, et là, et je préfère le redire, je suis fan inconditionnel du peuple juif et de l'État d'Israël, que les choses soient bien claires. Je pense que l'une des grosses erreurs de notre État, c'est notre système politique. Je ne suis pas le premier à le dire, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que le système électoral en Israël a un vrai problème, qui fait que pour avoir une coalition, tu es obligé de mettre à des postes clés des chefs de parti.
mais ils connaissent rien. Je veux dire, Yuli Edelstein, il est très sympathique. Il a toujours fait du très bon travail. Mais qu'est-ce qu'il y connaît à la santé publique? Alors vous allez me dire, non, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est lui le ministre, mais on s'en fout, il a des chefs de section, machin. Non. Mais comme chef de la santé, un médecin. Bah, ça me paraît quand même un tout petit peu intelligent. Mais comme ministre de la Défense, un mec qui sait de quoi il parle. Bon, là, en ce moment, c'est un Ramatkal. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas d'expérience militaire, même si je suis OK, de Feder. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, tu as un mec qui s'appelle Amir Peretz, qui est ministre de la Défense, juste pour avoir une coalition. Il ne faut pas pousser mes mères dans les orties. Alors, Amir Peretz, c'est un gros avantage. C'est que C'était le maire de Sderot et que du coup, il a poussé au développement. oui, mais attendez, mais encore une fois. Parce qu'Hachem, il a dû mettre à sa place. Parce que justement, Nous, s'il n'avait pas été là, on n'aurait peut-être pas eu Kippat Barzel. Nous, Besséder. Alors, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. D'un autre côté, on se rappelle tous de la photo où il regarde Zirat Haïmounim avec ses grosses jumelles et il a oublié d'enlever le cache des jumelles. C'est-à-dire, nous, alors, je ne dis pas qu'il n'a pas des. Bernard-Henri Lévy l'interview et un matin, il dit je suis fatigué. Et Bernard-Henri Lévy qui dit après c'est possible qu'un ministre de la Défense soit fatigué. Tu vois la réponse. Écoute, je dis tout simplement qu'il faut avoir une atama. Il y a aussi des questions politiques. Il y a aussi des questions politiques. Par exemple, là, tu disais sur le Ramadan, sur le ministre de la Défense, qui s'y connaît, mais tu n'es pas forcément d'accord avec ses idées. Donc, c'est vrai qu'à part les questions professionnelles, il y a aussi des questions politiques. C'est-à-dire, quelqu'un qui va être de droite ou de gauche, il va prendre des décisions qui ne sont pas seulement des décisions professionnelles. Mais ça, c'est le propre de chaque être humain. Je veux dire, on a tous des idées. On a tous des idées profondes et des convictions. Et ça, tu peux pas l'enlever parce que tu peux être un mec de gauche, mais qui est professionnel et qui connaît son boulot. Et moi, je suis un mec de droite et je suis pas d'accord avec sa vision des choses, mais je peux pas critiquer dans l'efficacité et dans le professionnalisme. Donc, si tu veux, bien sûr qu'il y a des opinions politiques, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ça me paraît évident que le ministre de la Défense, c'est un mec qui a une expérience réelle au niveau de la défense. Donc là, je te dis, je suis peut-être pas dans la même optique de réflexion que Benny Gantz, mais je peux pas dire que Benny Gantz, c'est pas un mec qui a une expérience militaire. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis, ministre de la Défense en ce moment, c'est un ramatkal. Je peux pas dire que c'est un choix complètement absurde, même si je pourrais peut-être préférer Bennett, c'est l'homme chané. Je peux pas dire que c'est un choix absolument sorti de n'importe où. Ce que je dis, c'est que oui, les compétences de la personne sont intimement liées avec le rôle qu'il a à jouer. Et c'est pour ça que lorsqu'on va mettre en place le successeur de Moshe, ça ne peut pas être un autre Moshe. Parce que ce n'est plus du tout le même rôle. Dans le désert, on a besoin d'un Moshe qui enseigne la Torah, mais en Eretz Israël, on a besoin d'un mec qui comprend le Ham Israël. Et c'est pour ça que pour précéder le choix de Yehoshua, eh bien, on arrive, juste avant la nomination de Yehoshua, on a la fameuse paracha des filles de Tselophrad. Nous dit Razal, les filles de Tselophrad, la première chose qu'on apprend d'elles, c'est que Ohavot Eretz Israël Hayou. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elles ont, les filles de Tselophrad? Elles disent Moshe, voilà, papa est mort, Tselophrad, c'était le Mekoshe Shetzim de la paracha de Shlach, et il n'a pas de fils. Donc, à qui va maintenant appartenir sa Nachala? Parce que nous, on va se marier avec d'autres gens, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui récupère notre Nachala. On veut notre Nachala, on veut notre lopin de terre en Eretz Israël. Et de là va être modifiée la halacha pour dire que s'il n'y a pas de fils, bat Yoreshet. Ridouche énorme à l'époque, je t'imagine. Bat Yoreshet. Et de là, on apprend que Behemet, Benot Selofrat, Oavot Eretz Israël Ayou. Elles se sont battues pour leur implantation en terre d'Israël. Et on remarquera que là encore, quand Moshe, on lui a demandé qu'est-ce qu'on fait avec les Bnot Selophrad, il n'a pas su répondre. Et il y a plusieurs cas dans la Torah, on ne va pas tous les nommer là maintenant, mais il y a au moins une dizaine de cas où on pose une question à Moshe et Moshe ne sait pas répondre. Et il demande à Dieu la réponse. À chaque fois, c'est lié de près ou de loin à Yosef.
Parce que la Torah de Yosef, c'est pas la Torah de Moshe. Ah oui, c'est la Torah de Moshe, bien sûr, tout est dans la Torah. Mais Moshe, c'est celui qui porte la Torah, la Torah. Yosef, c'est celui qui porte la Torah du peuple. Et de la même façon qu'il y a une différence entre la Torah de Moshe et la Torah de Aaron, il y a une différence également avec la Torah de Yosef. Et à chaque fois que Moshe aura eu du mal à donner la réponse, c'est parce que c'était en lien avec Yosef de près ou de loin. Rabotai, la paracha de Pinchas au XXIe siècle aurait été une paracha qui aurait fait couler beaucoup d'encre. Mais c'est en fait notre paracha du XXIe siècle. Parce que la question de l'amour de la terre d'Israël qui est donnée par nos femmes est aujourd'hui la pierre angulaire de la suite de notre sionisme. Parce que le fait de comprendre que justement maintenant qu'on prend un rôle nouveau depuis 2000 ans, de retrouver une identité politique, eh bien, ce rôle-là doit être porté non plus par les rabbins de la communauté, mais par ceux qui s'y connaissent dans tous les domaines de gestion du peuple. Parce que comprendre qu'utiliser la force contre quelqu'un qui est moralement déficient et qui est lui en train d'utiliser la force, eh bien, c'est tout à fait moral. Et comprendre que le plus important aujourd'hui, c'est le sentiment de fierté d'appartenance au peuple d'Israël, eh bien, ce sont les combats de notre nouvelle génération, ce sont les combats du XXIe siècle. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen est celui qui finalement nous permet d'avoir Brit Shalom imakadosh Baruch Hu. À nous de faire en sorte, et je répète, ça ne veut pas dire qu'au sein du peuple juif, il faut utiliser la violence, bien évidemment. Mais je dis qu'il faut être tout à fait au fait de ces 4 dimensions. La fierté d'appartenance au peuple juif, le fait que lorsqu'on nous attaque, il ne faut pas avoir peur de répondre, le fait que nous devons faire preuve d'intelligence de base, de mettre en place celui qui a les capacités pour remplir les rôles X ou Y, et se tourner vers nos femmes pour apprendre d'elles la véritable appartenance et amour qu'elles ont pour la terre d'Israël. Je pense que si on met en place ces 4 dimensions-là, bon, ça sera bien. Ça sera bien. Pourquoi dit-on Pinchas et Eliaou et pas l'inverse? Ah, tout simplement parce que... Ah, tu dis pourquoi on ne dit pas Eliaou, c'est Pinchas? Parce que Eliaou, il est venu après. C'est une excellente question à laquelle je répondrai très très certainement cette semaine, voire peut-être demain, dans un autre cours que je donnerai sur la paracha, mais que je n'ai pas envie de faire le même cours et aujourd'hui et demain. Donc, je parlerai de Pinchas ve Eliaou demain. Donc, reviens demain. Ça ne mange pas de pain, hein? Donc voilà. Yofi. Bon, les amis, alors, je vous aurais bien dit, on se retrouve bientôt à Givat, mais vu qu'ils sont en train de nous refaire... hein? Très rapidement. Je suis toujours optimiste. Il faut, hein?